Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, nous évoquerons l'échec des 2 motions de censure votées cette semaine au Parlement européen et qui visaient à renverser Ursula von der Leyen. Il sera également question d'allemande, de belles cylindrées avec l'automobile germanique en crise et enfin retour en France où la malbouffe envahit tout le territoire. À l'heure où nous enregistrons ce journal, nous ne savons toujours pas qui est le nouveau Premier ministre. Comme vous, nous trépignons d'impatience de savoir qui sera cette personnalité de qualité à n'en pas douter. En début d'après-midi, vendredi, le président recevait les représentants des partis politiques hors LFI et RN qui n'ont pas tenu à participer à ces échanges. Les troupes mélenchonistes réclamant en effet le départ d'Emmanuel Macron quand Marine Le Pen pousse pour une dissolution, estimant que la farce a assez duré. La situation semble bloquée. Les exigences antagonistes des uns et des autres, tant idéologiques qu'en matière de gamelle, rendent délicate la nomination d'un nouveau chef de gouvernement. Lundi, un budget devra être présenté. Le guignol devrait encore durer quelques semaines. Et alors que les institutions flanchent un peu en France, la machine bruxelloise, elle, est en marche. 2 motions de censure visant Ursula von der Leyen ont encore échoué. Explication Nicolas de Lamberterie. 2 motions de censure pour absolument rien. Voilà comment pourrait se résumer la semaine de séance plénière du Parlement européen qui vient de s'achever à Strasbourg. Fait peu courant dans l'histoire du Parlement européen, c'est déjà la 3e motion de censure qui était soumise au vote des eurodéputés cette année. Mais au final, celle de juillet, initiée par l'eurodéputé roumain et avocat George Piperea, s'est avérée beaucoup plus embarrassante pour Ursula von der Leyen que les 2 de cette semaine. En effet, la motion portée par Piperea émanait du groupe ECR et portait sur la politique d'achat de vaccins par la présidente de la Commission européenne, qui avait d'ailleurs largement esquivé ce débat. En revanche, les 2 motions de cette semaine étaient portées par des groupes davantage marginalisés au sein du Parlement européen, en l'occurrence le groupe de la gauche et le groupe des Patriotes pour l'Europe, et avaient une connotation très française, puisque les motions étaient respectivement portées par Manon Aubry, eurodéputé LFI, et Jordan Bardella, eurodéputé Rassemblement National. La motion de censure portée par le groupe de la gauche concentrait ses attaques principalement sur les relations entre l'Union européenne et Israël, avec le reproche effectué à la Commission que cette dernière n'a pris aucune sanction contre Israël, au contraire de ce qui se fait avec la Russie. De façon plus marginale, Manon Aubry a également évoqué dans son discours le passage en force de la Commission européenne à propos de l'accord de libre-échange UE-Mercosur. Quant à la motion de censure déposée par le groupe Les Patriotes pour l'Europe, elle était principalement concentrée sur les accords commerciaux passés par Ursula von der Leyen au nom de l'Union européenne avec les États-Unis d'Amérique et avec le Mercosur. Si aucune motion n'avait réellement de chance d'être adoptée, c'était malgré tout l'occasion de compter les troupes, notamment après la motion de censure de juillet, qui avait rassemblé 175 voix en sa faveur, été rejetée par 375 eurodéputés et 18 abstentions. Et étant donné que les 2 groupes d'opposition que sont la gauche et les Patriotes pour l'Europe n'ont pas daigné voter favorablement à la motion de censure de l'autre, même ce comptage de troupes s'est avéré décevant. Selon la même logique que l'on a souvent pu observer à l'Assemblée nationale française depuis 2022, les oppositions de gauche et de droite réchignent souvent à voter une motion proposée par l'autre camp. Pour la gauche, hors de question de voter une motion venant de la droite. Et pour l'opposition de droite, très largement acquise au soutien à Israël, pas question non plus de voter une motion de censure de gauche qui serait critique d'Israël. Au final, seul le petit groupe ESN, dans lequel on retrouve l'AfD allemande ou encore Sarah Knafo, a voté favorablement les 2 motions de censure sur le principe de l'opposition à la Commission von der Leyen. Résultat final, la motion de gauche a obtenu le résultat piteux de 133 voix en faveur de la censure, 383 contre et 78 abstentions. Quant à la motion des Patriotes pour l'Europe, 179 voix pour, 378 contre et 37 abstentions. On notera que la plupart des eurodéputés LR français ont voté en faveur de cette motion. 179 pour la censure proposée par les Patriotes, c'est 4 de mieux que la motion portée par George Piperea en juillet, mais dans le cadre d'un débat qui au final n'a dérangé personne, et certainement pas Ursula von der Leyen, qui ressort renforcée de cet épisode, alors que celui de juillet l'avait quelque peu ébranlé.
Et même si, avec ou sans von der Leyen, l'Union européenne est animée par des institutions et une logique intangible qui lui est propre, force est de constater que la surutilisation de l'arme de la censure, en dépit de la médiatisation que cela offre, a fini par enrayer cette arme. Et tant que ces oppositions continueront de jouer au jeu de la non-coordination et lui offriront sur un plateau d'argent l'occasion de rappeler qu'elle bénéficie toujours d'un large appui à Strasbourg, Ursula von der Leyen pourra continuer de remercier ses opposants et de dormir sur ses deux oreilles. Rien ne va plus pour l'industrie automobile allemande qui s'effondre sous les coups de boutoir de Donald Trump. Désespéré, le secteur fait pression pour que l'UE lève l'interdiction de vente des véhicules thermiques prévue pour 2035. Édouard Chano. Berlin en marche arrière. Friedrich Merz, le chancelier allemand, a réclamé la levée de l'interdiction de vente des véhicules thermiques dans l'Union européenne, prévue pour 2035 et décidée en 2022 par la Commission européenne. Elle se voulait une mesure phare de lutte contre le réchauffement climatique. Bien sûr, la reculade allemande est synonyme de bonnes nouvelles pour les consommateurs et les industries, mais elle dévoile l'absurdité des décisions d'Ursula von der Leyen, poussée d'ailleurs par le macroniste Stéphane Séjourné. Dans une interview à la chaîne NTV le 6 octobre, Merz a refusé que l'Allemagne soit l'un des pays soutenant cette mauvaise interdiction. Derrière lui, tout le lobby automobile allemand, gagné par la panique. Car tout le secteur emblème de la réussite industrielle germanique, qui pèse pour 5% du PIB du pays, est aux abois face aux nouveaux droits de douane de 15% de Donald Trump et face à la concurrence des voitures électriques chinoises. Il subit aussi les sanctions suicidaires contre la Russie qui ont fermé un marché d'exportation et coupé le robinet du gaz à l'industrie allemande, comme le rappelle le professeur Édouard Husson, spécialiste de l'Allemagne et directeur du Courrier des stratèges, qui dénonce un véritable tabou. L'industrie automobile allemande est mal en point. La première cause, il faut le répéter, c'est la guerre contre la Russie à laquelle l'Allemagne d'Olaf Scholz puis de Friedrich Merz se sont associés. C'est ça qui a fait du mal à toute l'industrie allemande et qui a fait augmenter en particulier les prix de l'énergie de 25 à 30% selon les secteurs, mais qui a perturbé aussi toute la chaîne de production en particulier parce qu'il y avait de la main-d'œuvre en Ukraine qui a été perdue. Alors après ça, vous pouvez invoquer une série de facteurs, la transition énergétique qui ne donne pas forcément tous ses résultats, le Covid, un ralentissement économique plus général, et puis il y a aussi une crise de l'innovation dans l'industrie automobile qui s'est longtemps reposée sur ses lauriers. Mais le premier facteur, c'est la guerre d'Ukraine. Se croyant en effet intouchables, les constructeurs et équipementiers allemands pensaient que les Chinois concurrenceraient surtout Renault ou Peugeot, avant de constater avec stupeur que BYD ou Xpeng se sont attaqués aux gammes supérieures, spécialité germanique. Les exportations allemandes vers l'Asie se sont écroulées. Ces marques détenaient un quart du marché chinois en 2020 et plus que 15% aujourd'hui. Et elles sont aussi menacées sur le marché européen. L'empire Mercedes-Benz a subi une chute brutale de 68% de son bénéfice opérationnel au 1er septembre 2025 et Porsche, filiale de Volkswagen, 66%. Début septembre, Porsche a annoncé retarder le déploiement de ses véhicules électriques, en cause une demande trop faible. Il est vrai, au premier semestre de l'année, seuls 15,6% des véhicules neufs vendus dans l'Union étaient des modèles 100% électriques, contre 38% pour les motorisations thermiques et 43% pour les hybrides. Lors d'une réunion décisive à Bruxelles le 12 septembre, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, présidée par le patron de Mercedes, Ola Källenius, a jugé l'objectif du tout électrique dans les boutiques en 2035 inatteignable. Les industriels allemands font valoir que la transition précipitée vers les véhicules électriques fragilise toute la chaîne. La menace d'un effondrement si l'interdiction était maintenue est sur toutes les lèvres. La transformation vers l'électrification est en effet coûteuse, les usines doivent être reconverties, les chaînes d'approvisionnement repensées et la dépendance vis-à-vis de l'Asie reste aussi écrasante puisque 90% des cellules de lithium sont importées. En conséquence, les marges se réduisent entre 2 et 3% au lieu de 4 et 5% par exemple pour Volkswagen, au point de menacer les emplois.
Le secteur, pour l'heure, emploie 780 000 personnes, mais la filière en a perdu 50 000 depuis un an et 200 000 autres pourraient encore être détruits d'ici 2030, selon la Fédération allemande de l'automobile. Alors, les industriels négocient plus de flexibilité. Ils veulent notamment que les voitures hybrides soient exemptées de cette interdiction et la possibilité de développer des voitures électriques avec un prolongateur d'autonomie, c'est-à-dire avec un petit moteur à essence ou diesel, pour recharger les batteries. Le chancelier allemand a par ailleurs exprimé l'espoir de voir des carburants synthétiques développés dans les années à venir, carburants qui permettraient aux moteurs à combustion de fonctionner de manière respectueuse de l'environnement. Les industriels disent vouloir prolonger la vie des usines existantes et ainsi préserver les emplois liés à la voiture thermique. Des vœux pieux et des réponses encore fragmentaires face à une crise industrielle qui s'approfondit de jour en jour. Alors en dépit des protestations des écologistes, la présidente allemande de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a accepté d'accélérer l'examen de la clause de revoyure prévue dans le texte européen voté en 2022 pour sauver ce qui peut encore l'être. Entre américanisation et africanisation, la restauration rapide envahit nos villes et même nos campagnes. À table avec Renaud de Bourleuf. La gastronomie française remplacée par des burgers américains. C'est au pays du foie gras et du poulet basquez que le groupe industriel américain McDonald's a trouvé son terrain de prédilection. En effet, la France est le deuxième marché de l'enseigne après les États-Unis. Plus de 1560 établissements, connus sous l'anglicisme fast-food, restauration rapide. Mais il faut noter que le groupe McDonald's n'est pas rassasié par ses implantations en centre-ville. Son appétit glouton s'étend aux campagnes. Sur la seule année 2025, une cinquantaine de nouveaux établissements a ouvert, pour la plupart en zone rurale. La Châtaigneraie, une commune de 2600 habitants en Vendée, Saint-Geniaz-de-Malgoire dans le Gard, 3000 habitants, ou encore Vivonne dans la Vienne, 4000 habitants. Selon le directeur adjoint de McDonald's France, l'idée est que, je cite, « chaque Français ait droit à son McDo à moins de 20 minutes de chez lui ». Dommage que ce monsieur ne travaille pas au ministère de la Santé pour lutter contre les déserts médicaux. Et si les McDonald's se multiplient, c'est que les Français en redemandent. Selon une étude de l'Institut Montaigne publiée en octobre 2024, 67% des 18-34 ans indiquent être des consommateurs réguliers de fast-food. Notons qu'avec ses 1560 établissements, McDonald's n'a pas le monopole de la restauration rapide. La France compte aussi 580 Burger King, 400 Subway ainsi que 350 KFC. D'une manière plus large, le secteur de la restauration rapide voit son chiffre d'affaires augmenter 30% supplémentaire entre 2019 et 2024. Et pendant ce temps, la restauration traditionnelle décline rapidement. En 2024, les cessations paiement de restaurants ont augmenté de 10% sur un an. Certains établissements ont eu du mal à se relever après les confinements successifs, mais ils continuent à en payer le prix aujourd'hui. Avec l'essor du télétravail, les salariés ont de moins en moins besoin d'un endroit pour déjeuner. Le secteur souffre aussi de la double hausse des prix de l'énergie et, évidemment, de l'alimentation. De plus, face à une baisse généralisée du pouvoir d'achat, les Français sont plus facilement tentés par un fast-food coûtant 11 € que par un véritable restaurant où il est rare de pouvoir se restaurer pour moins de 15 €. Mais les restaurants traditionnels sont aussi affectés par une législation fiscale qui profite plus à la restauration rapide. Dans une tribune publiée dans Le Figaro, Stéphane Manigold et Philippe Etchebest, respectivement fondateurs du groupe Éclore et chef étoilé au guide Michelin, ont résumé ce paradoxe de la manière suivante, je cite, « Une blanquette mijotée par un maître restaurateur est taxé au même taux qu'un burger industriel réchauffé sous plastique, 10% pour les deux. Une aberration qui ne doit pas faire l'impasse sur la tendance à l'industrialisation des restaurateurs classiques, souvent transformés en réchauffeurs de mauvais plats transformés. Reste à savoir si les dirigeants politiques, lorsqu'ils seront en mesure de voter un budget, penseront à riposter aux taxes américaines en attaquant sur ce terrain pour valoriser le patrimoine gastronomique français. L'actualité en bref en France. Mazan, épilogue d'une pénible et étrange saga judiciaire. Dans l'affaire des viols de Mazan, Humasset Indogan, seul accusé à avoir maintenu son appel, a été condamné à 10 ans de prison jeudi. En première instance, il avait écopé de 9 ans alors que 12 ans avaient été requis. Après 2h30 de délibéré, la cour d'appel a alourdi sa peine. L'avocat général Dominique Siey, qui avait requis 12 ans, a qualifié Dogan de totalement responsable, soulignant qu'il avait dénié l'humanité de Gisèle Pelicot, victime d'une œuvre de destruction massive. Gisèle Pelicot, nouvelle icône des féministes, va pouvoir se consacrer à la rédaction de livres et pourquoi pas une série Netflix. Votre argent toujours bien utilisé par les ARS. L'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a inauguré mercredi la maison Aux Punaises dans le 8e arrondissement de Lyon
pour sensibiliser contre les punaises de lit. Ce lieu, géré avec l'entreprise solidaire Santi Pleine Action, propose conseils, prévention et matériel à prix solidaire, nettoyeurs vapeur, pièges, housses. Entre 2017 et 2023, un Français sur 10 a été infesté, avec une hausse notable en zone urbaine dense comme Lyon, où les budgets de traitement des bailleurs sociaux ont doublé de 2020 à 2023. La prolifération serait liée au voyage, notamment aux migrations, et au marché de seconde main. D'autres maisons ouvriront bientôt dans le Cantal et en Savoie. Ils ont joué à gagner de l'argent illégalement et ils ont perdu. Jeudi, 2 hommes soupçonnés d'avoir exploité un immense réseau de casinos en ligne illégaux, générant près d'1 milliard d'euros depuis 2021, ont été mis en examen. Ils sont poursuivis pour organisation d'opérations de jeux d'argent prohibées en bande organisée, blanchiment, offre illicite de jeux en ligne et publicité illégale. Ces infractions peuvent conduire jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et de fortes amendes. La Bonne Mère bientôt couronnée. Vendredi 17 octobre à Marseille, la statue de la Vierge qui surplombe la ville depuis la basilique Notre-Dame de la Garde va retrouver sa couronne. C'est une couronne de 150 cm de diamètre et de 150 kg qui a été restaurée par un compagnon chaudronnier aixois. À partir de ce vendredi, la couronne est de nouveau dans la basilique avant d'être redorée par les artisans des ateliers Gohard. Le public pourra assister à ce travail entre les 13 et 15 octobre. Enfin, vendredi 17, la couronne sera placée sur la statue par un hélicoptère. L'actualité internationale en bref. La diversité en Belgique fait des dégâts. Jeudi, 3 individus ont été arrêtés à Anvers, soupçonnés de préparer un attentat terroriste d'inspiration djihadiste à l'encontre d'hommes politiques. Plus précisément, c'était le Premier ministre Bart De Wever à la tête du gouvernement depuis février dernier qui était visé. Chez les suspects, les enquêteurs ont trouvé un engin improvisé, potentiellement explosif, mais pas encore opérationnel, un sac contenant des billes de métal, ainsi qu'une imprimante 3D dont on peut soupçonner qu'elle devait servir à fabriquer des pièces utiles à la commission d'un attentat. Nouveau bras de fer entre Trump et la justice. Une juge fédérale a suspendu le 9 octobre le déploiement de la garde nationale à Chicago, ordonné par le président Donald Trump. Elle a estimé qu'aucune preuve crédible de rébellion ne justifiait cette mesure. Saisie par le gouverneur démocrate de l'Illinois, J.B. Pritzker, et la mairie de Chicago, la juge April Perry a critiqué les allégations non fiables du ministère de la Sécurité intérieure, soulignant que les militaires peu formés au maintien de l'ordre risquaient d'aggraver les tensions. Le gouverneur a dénoncé une tentative d'occupation militaire. Cette décision intervient après des manifestations contre la police de l'immigration, marquées par un incident où des agents ont tiré un projectile sur un pasteur. Trump, qui veut nettoyer Chicago, 3e ville du pays de l'immigration clandestine et de 110 000 membres de gangs, a déployé des centaines de gardes nationaux, malgré l'opposition des autorités locales démocrates. Moscou admet sa responsabilité dans le crash de l'avion de l'Azerbaïdjan Airlines survenu le 25 septembre 2024 près d'Akto au Kazakhstan. Le président russe Vladimir Poutine a reconnu jeudi à Douchanbé au Tadjikistan la responsabilité de la Russie dans le crash de l'Embraer 190 reliant Bakou à Grozny avec 67 personnes à son bord, dont 38 ont péri. Poutine a expliqué que des missiles antiaériens russes tirés contre des drones ukrainiens au-dessus de Grozny ont explosé à proximité, à environ 10 mètres, projetant des débris qui auraient endommagé l'avion sans impact direct. La diplomatie azérie poussait depuis de nombreux mois pour une reconnaissance de culpabilité russe et Bakou avait même menacé de poursuites internationales alors que des fermetures de médias russes en Azerbaïdjan et des arrestations croisées avaient marqué un pic dans le refroidissement des relations entre les deux pays. Reste à voir si cette première rencontre post-catastrophe va apaiser les frictions caucasiennes et surtout si Moscou ne gardera pas la dent dure contre le dictateur préféré de Bruxelles. La présidente péruvienne Dina Boluarte destituée, c'est dans la nuit du 9 au 10 octobre et par un vote majoritaire du Parlement, après plusieurs tentatives infructueuses, que les principales forces politiques invoquant une incapacité morale permanente ont approuvé 4 des 5 motions de destitution déposées. José Géry, président du Parlement, a accepté la présidence en vertu de la Constitution, promettant un gouvernement de transition. Boluarte, 63 ans, abandonné par ses alliés de droite, perd son immunité et risque des poursuites judiciaires. Son mandat, marqué par le scandale du Rolex Gate et une rhinoplastie secrète, a amplifié son impopularité. Le Pérou, en proie à une instabilité politique chronique, a vu 6 présidents se succéder en 9 ans. Des manifestations à Lima exacerbées par la violence et le crime organisé ont célébré cette destitution.
Cet été, la censure bancaire dont nous avons été victimes voulait faire disparaître TV Liberté. Grâce à votre soutien et votre générosité, nous avons tenu bon et riposté. Aujourd'hui, TVL se dote d'une arme importante pour son indépendance et son avenir, le legs. Explication en vidéo. En 12 années, TVL s'est imposée comme un rempart face à la pensée unique. Elle a créé une formidable dynamique, celle de la presse alternative dont le succès est patent. Fidèle à sa mission, TVL défend l'esprit français, la civilisation européenne et nos valeurs essentielles, la famille, les libertés, l'identité et la souveraineté. Nous offrons une information libre, affranchie des diktats et nous anticipons les grands bouleversements du monde. TVL dit la vérité, sans concession. Mais pour que cette œuvre demeure, il faut garantir la pérennité de l'édifice. Alors, nous faisons appel à votre soutien par le biais d'un legs afin que TVL poursuive sa mission pour les générations futures. J'ai rédigé mon testament en faveur du fonds de dotation Média Liberté en précisant que mes biens sont destinés à TV Liberté. Vous voyez ce studio ? Il existe grâce à un legs, celui de Florence Drillon. De nouvelles émissions y sont tournées et cela permet à de jeunes journalistes de travailler et de poursuivre ce combat. Au service de TV Liberté, le fonds de dotation Média Liberté vous donne la possibilité de laisser votre empreinte. Par votre legs, vous investissez dans l'avenir en offrant à TVL les moyens de remplacer les médias du système qui minent notre concorde nationale. Avec vous, TVL pourra imposer sa mission de réinformation. Organiser sa succession est un acte de prévoyance et de responsabilité. Il garantit la protection de ce que l'on aime et le respect de ses dernières volontés. Vous pouvez faire confiance au fonds de dotation Média Liberté qui veille à ce que votre engagement soit pleinement réalisé. Ce soir, tête à clash, et pour le samedi politique, Élise Blaise reçoit le géopolitologue spécialiste de la Russie, David Turty, pour peindre une situation objective du pays après plus de 3 ans de guerre avec l'Ukraine. Dimanche, Open Box TV et Terre de Mission. Enfin, lundi, dès 7h, vous pourrez retrouver un Zoom avec Sami Biazoni, diplômé en sciences cognitives, qui dénonce les nouveaux dogmes de la dictature linguistique. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous.